Vous êtes 70 à être connectés. C'est une très belle participation. Merci à Nadine Serre de nous faire l'honneur de nous faire cette petite présentation qui est très importante pour tous les confrères et notamment pour les jeunes confrères qui peuvent parfois être un peu perdus. Surtout dans cette période de déclaration à faire. Tout à fait. Donc, la commission Jeune Barreau reprend un peu ces formations qu'on avait commencé déjà maintenant depuis un peu plus d'un an. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres sur le fonctionnement de la commission Jeune Barreau et sur les formations qu'on pourrait organiser, à nous envoyer des messages, soit par mail ou par LinkedIn. Ou aux différents membres de la commission, pareil sur LinkedIn ou par message ou email. Donc la commission Jeune Barreau, elle est composée d'une dizaine de confrères qui ont plus ou moins d'années d'expérience. Le but étant d'un peu recenser toutes les problématiques ou tout ce qui intéresse les jeunes confrères quand ils se lancent et d'essayer d'y apporter des solutions et également aussi de faire l'interface avec le barreau. Donc, pour ces formations, on fonctionne à peu près toujours sur le même format. On a une petite 5-7 minutes de formation ou d'explication de thèmes en rapport avec la déontologie. Et ensuite, notre intervenant qui dispense sa formation. Pour la formation à proprement parler sur les obligations comptables, on a convenu avec Madame Serre qu'elle fera une petite présentation générale des obligations et après on passera en questions-réponses. Je pense que ça sera le mieux pour tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans le groupe ou à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Le but étant qu'à la fin de cette formation, vous n'ayez plus de questions sur le sujet. Je vais passer directement la main à Éléonore pour la partie sur la déontologie. Et je prends la main. Du coup, je vais vous parler dans cette chronique sur la déontologie is sexy de 3 cas de figure lorsqu'un confrère soit ne vous paye pas, soit vous succédez à un confrère dans un dossier, soit c'est un confrère qui vous succède dans un dossier. Et dans ce cas-là, quoi faire, comment faire et que respecter, ce sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc déjà, je succède à un confrère dans un dossier. Alors, il y a une obligation qui déjà est imposée par la loi, qui est dans un décret de 2005, mais également à l'article 9.1 de notre chère RIN, on a l'obligation, avant d'effectuer la moindre diligence dans un dossier, d'écrire au confrère pour s'assurer que toutes les sommes qui lui étaient dues ont été payées. Donc, même si on est toujours extrêmement heureux d'avoir un nouveau dossier, si on doit succéder à un confrère, il faut avant tout se rapprocher de ce confrère pour échanger avec lui. Si jamais il y a une somme qui n'a pas été payée à ce confrère et que ce confrère vous dit effectivement il y a encore des factures en souffrance, c'est à vous d'aller chercher, de vous efforcer d'obtenir le règlement auprès de votre client. Donc, ce n'est pas une obligation de résultat, mais c'est quand même une obligation de moyens où vous devez montrer que vous cherchez à obtenir de votre client le paiement. Je vous conseille donc tous les moyens écrits permettant de ménager cette preuve et pas simplement d'appeler votre client au téléphone pour lui expliquer qu'il y a une facture à payer. Mais du coup, si votre client dit non, mais qu'il vous paye vous, c'est un peu problématique. Alors, s'il paye personne, vous êtes sur un pied d'égalité et c'est beaucoup plus facile de faire la procédure en taxation d'honoraires auprès du bâtonnier, parce que l'union fait la force. Mais si jamais il vous paye vous, mais il ne paye pas le confrère qui vous précédait dans le dossier, dans ce cas-là, vous devez en informer le bâtonnier. Et c'est lui qui alors commencera la procédure de taxation d'honoraires pour obtenir le paiement de cette facture.
sauf s'il considère qu'effectivement le client a raison de ne pas payer son client. Et dans ce cas-là, ça peut aussi mener à l'engagement de la responsabilité professionnelle du confrère. Ensuite, donc si vous succédez à un confrère, point numéro 1, se rapprocher d'abord du confrère. Point numéro 2, s'assurer qu'il a bien été payé. Et faire attention, si vous êtes payé, sachez que cet argent n'est pas forcément et entièrement le vôtre. Il faut saisir le bâtonnier avant de vous acheter votre Rolex. Ensuite, si vous succédez à un confrère, c'est-à-dire que si c'est lui qui récupère le dossier après vous, dans ce cas-là, vous avez l'obligation d'envoyer par tout moyen et sans délai un dossier. C'est-à-dire que vous avez les pièces du dossier, vous devez les envoyer par tout moyen et sans délai au confrère. Sachant que même si des honoraires restent impayés, vous avez quand même l'obligation d'envoyer ce dossier. Il est interdit de faire ce qu'on appelle de la rétention de dossier. Et voilà, après je vous ramène à la procédure précédente qu'on avait faite, parce que votre seule option, c'est d'indiquer au confrère que votre facture n'est pas payé et que ce sera à charge pour lui d'obtenir le paiement pour vous ou de se rapprocher du bâtonnier. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, ça veut dire qu'on ne peut pas garder le dossier en attendant de... Non, vous ne pouvez pas dire « je ne donne pas le dossier » tant que... vous pouvez le dire au téléphone sans qu'il y ait aucun moyen de preuve, mais je vous le déconseille fortement. Ce serait contraire au RIN, le 9.2 pour être précisément pour ceux qui aiment collectionner les articles. Du coup, juste une première question sur ce que tu avais dit au début. Ouais. Donc, si moi, je suis intervenu pour un client, il me paye une partie, il ne me paye pas une autre partie, il va voir un autre confrère, le confrère, il est payé, donc il va me demander à moi si j'ai bien été payé. Moi, je lui dis non, je n'ai pas été payé. Lui, quand il va être payé, la somme qu'il va recevoir, il doit la consigner parce que... Ce n'est pas une consignation au sens juridique du terme, mais par exemple, le bâtonnier, lui, devra voir s'il y a une taxation d'honoraires, si sur les honoraires perçus, il n'y a pas une petite somme qui ira au confrère. C'est un peu au bâtonnier de trancher la manière dont ce sera réglé. Mais il y a ces difficultés-là. Ensuite, et du coup, la troisième partie, c'est que parfois la confraternité, c'est bien, mais certains confrères choisissent l'amour de l'argent plutôt que l'amour de leurs confrères. Et si vous n'êtes pas payé par votre confrère, comment ça se passe? Parce que très souvent, que ce soit quand on se lance ou au contraire quand on est bien implanté, les confrères, ça reste une source de dossiers qui est parfois importante. Et malgré tout, il y a toujours le risque de ne pas se faire payer. C'est dans le cadre d'une sous-traitance? Ouais, par exemple, d'une sous-traitance, d'une substitution. Okay. Toute personne ayant un abonnement Hub Avocat pourra savoir que très souvent, on peut aller substituer au pied levé un confrère pour aller, mais qu'il n'y a souvent le confrère, on ne l'a jamais rencontré, on ne le connaît pas. Et du coup, on ne sait pas si on pourra forcément être payé. Ou même quelqu'un qui vous dit oui, pas de problème, je vous paye, et puis qui à chaque fois reporte l'échéance de vous apporter tout ça. Donc sachez déjà que souvent avoir une facture, c'est bien, mais que même si vous aviez parfois fait l'option d'une manière autre d'être payé, je fais référence aux petites enveloppes, c'est pas pour autant que vous ne pourrez pas obtenir le paiement. Parce que vous devez vous préserver la preuve avant tout que le confrère était d'accord sur le prix de votre prestation. Vous avez un écrit qui dit d'accord, je te passe 200 € pour faire ça. Ce que vous devez faire tout d'abord, c'est un courrier à votre confrère. Un courrier qui ne sera pas encore officiel. On reste encore dans la confraternité. On fait un premier courrier où on explique au confrère que vous avez fait telle prestation à telle date, que vous étiez d'accord sur le prix, mais qu'il ne vous a pas payé, que ça fait tel délai. Et il faut aussi faire attention si jamais il y avait des huissiers impliqués et que vous avez été postulant, par exemple, pour un confrère. S'il y a des frais d'huissier, vous êtes dû croire du client. Donc c'est à vous
de payer les frais d'huissier. Voilà. Et après, à charge pour vous de vous retourner contre le confrère pour qu'il vous rembourse, mais vous devez payer l'huissier pour votre confrère. Ensuite, donc ça, voilà, une fois que vous avez écrit à votre confrère, s'il n'y a aucune réaction, à ce moment-là, vous envoyez un courrier officiel. Donc voilà, c'est quasiment le même courrier que précédemment, mais vous rajoutez la mention officielle en haut du courrier pour permettre après de transférer le courrier s'il n'y a toujours pas de réaction, cette fois au bâtonnier, pour demander une saisie bâtonnier pour qu'il puisse régler le différend. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de mon côté. N'hésitez pas, ceux qui sont en ligne, si vous avez des petites questions. J'ai une question, une demande de confirmation sur les premières hypothèses qui ont été évoquées. Je succède à un confrère, il n'est pas payé, moi je suis payé. C'est à moi de saisir le bâtonnier, c'est bien ça? Oui, enfin, c'est à vous d'en informer le bâtonnier, que vous avez été payé. Si jamais vous percevez des sommes, vous informez le bâtonnier, attention, il y a un dossier où j'ai été payé par mon confrère. Et voilà, c'est l'article 9.3 du RIN, si vous voulez plus de précision. Mais oui, vous avez l'obligation de prévenir le bâtonnier. Parce que le confrère en face, lui, il ne peut pas savoir que vous avez été payé. Ok, merci beaucoup. Pas d'autres questions? Non. Bon, ben, on va passer à la formation sur les obligations comptables avec Nadine Serre, qui est Pas directrice. que comptable, je crois qu'on va être plus large que ça. On va être sur le social, fiscal, comptable. L'intégralité, c'est parfait. Voilà. Moi, je vous laisse la parole. Oui, est-ce que je peux partager mon écran éventuellement Normalement, c'est faisable. C'est faisable. Donc, je connais moins bien Teams que le reste. Donc, si je vais Normalement, en haut à droite, à côté de quitter, il y a partager. Oui, c'est là où je suis. PowerPoint Live, affichez vos notes, diapositives, audience. Donc, parcourir OneDrive, rechercher sur mon ordinateur. Voyons voir. Le fichier est ouvert. Il s'appelle obligation. Voilà. Est-ce que vous... Voilà, il est en train de se charger. Excusez-moi. J'aurais dû faire ça avant. Bonjour à tous déjà. Je me permets de vous parler tout en téléchargeant mon fichier. Certains d'entre vous me connaissent sans doute. Je m'appelle Nadine Serre, je suis directrice de la formation dans un organisme qui maintenant s'appelle ANAFA-GC, qui est un cabinet d'expertise comptable sous forme associative. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a changé de nom également. Et vous avez dû, la plupart d'entre vous, me voir à l'école d'avocats, parce que j'interviens dans toutes les écoles d'avocats. C'est une de mes spécificités. Effectivement, j'interviens dans toutes les écoles d'avocats. Alors, ça met du temps, le fichier. C'est normal? Je sais pas, c'est peut-être la connexion. C'est votre connexion, peut-être. C'est ma connexion. Bon. Sinon, peut-être essayer de me l'envoyer par, si vous voulez, pour que j'essaie de le projeter. Mais on peut attendre encore un petit peu. Il n'y a pas de... Oui, il est en train de charger, mais c'est très lent. Bon. En tout cas, de toute façon, oralement, je pourrais répondre également. C'était simplement les problématiques de certains documents que j'aurais souhaité présenter aux personnes qui ont des questions à me poser sur certains documents. Donc, effectivement, nous sommes actuellement dans une période un peu particulière, vu que c'est la période où vous avez toutes vos obligations à remplir. Donc, il nous a semblé intéressant d'aborder plusieurs problématiques. Alors, moi, ce que je pense que déjà, c'est que déjà, je vais aborder la partie sociale, mais dans tout ce qui est nouveauté sur la partie sociale. J'aborderai ensuite la partie fiscale pour ceux qui déclarent leurs revenus pour la première fois, ou les autres qui ont changé de mode déclaratif au niveau des revenus. Et enfin, je parlerai de la TVA parce que certains sont peut-être également confrontés au franchissement de seuil de TVA et sont peut-être
en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que j'ai dépassé le seuil, etc. Donc, j'aborderai cette problématique-là. Et ensuite, j'aborderai un petit peu vos obligations comptables, mais plus en question-réponse, parce que je pense que vous avez surtout des interrogations sur des déductibilités de charges, sur des recettes imposables ou autres. Et je serai à votre disposition pour y répondre. Est-ce que ça vous convient comme programme? Dites-moi. C'est parfait, je pense. Oui. D'accord. Alors, au niveau social, il y a eu des petits changements, effectivement, depuis le début de cette année. Au niveau social, alors, il y a des choses qui ont changé courant d'année dernière, c'est les durées des congés paternité et adoption. Je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais depuis le 1er juillet de l'année dernière, le congé paternité est passé de 11 jours à 25 jours. Donc, ce n'est plus la même chose, effectivement. Et c'était juste une petite information. Et en adoption également, ils ont rajouté 2 semaines complémentaires de congé en cas d'adoption. Voilà. Alors ça, c'est une des particularités, un des changements qu'il y a eu. Le deuxième changement qu'il y a eu, c'est quant à l'indemnité journalière qui vous est versée par votre prévoyance nationale, hein, que vous avez de toute façon lorsque vous cotisez à l'ordre. Vous savez que tous les avocats que vous êtes, lorsque vous exercez en libéral, en tant que travailleur non salarié, dépendent du régime des travailleurs non salariés. Et dans ce régime-là, il y a une problématique, c'est lorsqu'on est malade. Et lorsqu'on est malade, effectivement, il n'est rien prévu pour vous quant à l'indemnité journalière perçue par la sécurité sociale. En tout cas, ce n'est pas la sécurité sociale qui vous le verse, même si récemment, il y a eu des changements à ce niveau-là. Ça ne concerne pas votre profession, qui est une profession réglementée. Donc, en fait, la profession a pallié à cette problématique-là en intégrant dans votre inscription à l'ordre la souscription à une prévoyance nationale. Alors, cette prévoyance nationale, elle est gérée selon le cas de figure. Je ne sais pas s'il n'y a que des personnes de Nanterre parmi vous. Sûrement. Vous avez... Sûrement, oui, d'accord. Oui, globalement, oui. Oui. Alors, vous avez une prévoyance gérée par AON et 8. Je pense que vous avez cette particularité-là, qui est une particularité qu'a également le barreau de Paris et le barreau de Lyon. Alors, cette prévoyance, jusqu'à l'année dernière, vous versez une indemnité journalière de 61 € par jour. Ça a changé et c'est passé à 90 € par jour. Voilà, depuis le 1er janvier. Donc ça, c'est une grande nouveauté également quant à votre régime social. Alors, maintenant, j'aimerais également aborder un autre point avec vous parce que j'ai souvent des interrogations et je consulte les réseaux sociaux. Et il m'a semblé intéressant déjà de vous parler de 2-3 petites choses. Je crois que le support est diffusé maintenant. Vous le voyez? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Alors déjà, vous savez que dans la profession d'avocat, vous ne pouvez pas choisir d'exercer sous le régime de la micro-entreprise. Ce n'est pas possible pour vous. Les avocats ne peuvent pas être des auto-entrepreneurs. C'est un peu lié à votre particularité d'avoir une caisse de retraite autonome et donc qui ne vous appelle pas des cotisations comme dans les régimes généraux de retraite. Et donc, vous ne pouvez pas bénéficier du micro-social. Et donc, vous ne pouvez pas être micro-entrepreneur, tout simplement. Alors, vous avez des avantages avec ce régime de retraite autonome. Je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais ça vous empêche d'avoir le statut d'auto-entrepreneur. Ce qui vous permet, et là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont débuté là, de ne pas avoir de demande spécifique à faire pour obtenir l'ACRE, cette aide à la création d'entreprise qui est la vôtre. Parce qu'en fait, vous êtes d'office tout de suite un entrepreneur individuel. Et l'entrepreneur individuel que vous êtes n'a pas besoin de faire une demande spécifique d'ACRE parce qu'il obtiendra l'ACRE nécessairement
parce que il ne peut pas bénéficier du microsocial, tout simplement. Et donc, ça se fait automatiquement au moment où vous créez votre entreprise, donc au moment où vous vous immatriculez, donc au moment où vous faites votre déclaration de début d'activité, qui pour l'instant est encore faite auprès de l'URSSAF et qui est un P0PL, une déclaration de début d'activité d'une personne physique. Hein, ce que vous avez fait. Donc, cette demande vaut obtention de l'ACRE. Elle ne peut être remise en cause que pour une chose, c'est que vous y ayez prétendu sur les 3 dernières années, sur les 3 années antérieures, où là, ça neutraliserait pour vous la possibilité d'obtenir l'ACRE. Mais normalement, sinon, vous l'avez. Un deuxième problème se pose, c'est que l'URSSAF, bien évidemment, va être informé de votre obtention de l'ACRE, vu que c'est eux qui vous l'accordent, mais pas la CNBF. Donc, il faudra, et dans ce qui est... vous savez que l'ACRE, en fait, vous permet... Alors, je vais essayer d'aller dans mes supports. Je ne sais pas comment je peux aller plus loin. On va essayer. On va essayer. Alors, pourquoi j'y arrive pas? J'arrive pas plus loin. J'ai que 5 diapos. Pourquoi n'ai-je que 5 diapos? Alors, si, ça y est. Les aléas du direct. Non, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Donc, l'ACRE, en fait, va vous permettre d'être exonéré d'une partie de vos cotisations. Alors déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelles sont les cotisations exonérées au titre de l'ACRE. Il faut savoir que lorsque vous avez l'ACRE, ce que vous aurez d'office, sauf à l'avoir eu dans les 3 dernières années, eh bien, vous allez être exonéré. Excusez-moi, je cherche. Donc, c'est pas ça non plus. On va y arriver, hein. Je suis désolée. Alors, non, ça non, je ne veux pas ça. Je suis allée trop loin, bien sûr. Voilà, mes charges sociales exonérées. Donc, en fait, lorsque vous avez l'ACRE, vous avez en fait 2 collecteurs de charges sociales. C'est l'URSSAF et la CNBF. Pour toute la partie retraite, c'est la CNBF. Tout le reste est collecté par un seul et unique organisme qui est l'URSSAF. Et à l'URSSAF, vous devez, dans le principe général de ce que vous devez de l'allocation familiale, vous devez de la CSG-CRDS, vous devez une contribution à la formation professionnelle et la sécurité sociale de l'indépendant que vous êtes. Le collecteur, c'est l'URSSAF. Mais là-dedans, en ayant obtenu l'ACRE, vous n'avez pas à payer tout ce qui est à payer au bout de 12 mois glissants lorsque vous n'aurez plus la possibilité d'avoir l'ACRE. Donc, vous, pour l'instant, pour ceux qui débutent, vous ne paierez pas l'allocation familiale, vous ne paierez pas la sécurité sociale des indépendants. Par contre, ne soyez pas surpris d'avoir reçu un échéancier d'URSSAF parce que la CSG-CRDS n'est pas exonérée et il vous l'appelle dès le début de votre activité. Et la deuxième chose qui n'est pas exonérée sur les cotisations que vous devez à l'URSSAF, c'est la contribution à la formation professionnelle qui n'est demandée en fait que sur un mois dans l'année, c'est au mois de novembre. Pour ceux qui ont déjà une activité depuis plus longtemps, ils ont dû se rendre compte que l'échéance de novembre est toujours augmentée d'une centaine d'euros. Eh bien, ces 103 euros très exactement sont en fait ce que vous devez au titre de la contribution à la formation professionnelle. Et en fait, ceci est versé ensuite au FIFPL et ça vous permet, lorsque vous participez à des formations payantes, de demander une prise en charge éventuelle partielle par le FIFPL du coût de participation à la formation. Vous saviez tout ça? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Vous me dites, hein, sinon je ne développe pas. Je pense que c'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Alors, pour avoir cette prise en charge du FIFPL, c'est normé, hein, vous devez aller sur le site du FIFPL. Donc, sur le site du FIFPL et en faire la demande avant la date de formation. Et lorsque vous en faites la demande, ils vont vous demander le programme détaillé de la formation
Et c'est là où ils vérifieront que la formation est normée Calliope. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette norme Calliope qui existe maintenant. Oui. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de ça? Non. Je crois qu'il y a une partie qu'on a déjà entendu parler, l'autre non. Donc, Oui, alors. C'est bien de le rappeler. Calliope, c'est une nouvelle norme obligatoire pour avoir la possibilité de demander des prises en charge sur des formations payantes. Alors, vous savez, il existait déjà auparavant une norme qui s'appelait Datadoc et elle a été étoffée par une deuxième norme qui est Calliope. Et le FIFPL ne participe à aucun coût si la formation n'est pas référencée Calliope. Alors, ça demande aux organismes de formation un référencement qui est un petit peu comme une certification. Vous voyez? Donc, c'est assez lourd, mais il faut vous en assurer. Si vous voulez faire une demande de financement auprès du FIFPL, la formation, ça doit être une formation Calliope. On est d'accord? Donc, ils vont vous demander le programme et ils vont, par rapport à une grille qui est la leur, juger du montant de la prise en charge qu'ils vont prendre. Alors là encore, c'est normé. Hein. Et vous avez un montant global sur l'année que vous avez le droit d'utiliser. Mais c'est eux qui choisissent en fonction de la thématique de la formation, du nombre d'heures de la formation, le montant qu'ils vont prendre en charge. Ils ne vont pas vous donner ce montant-là tout de suite. Il faudra ensuite attendre la fin de la formation. Et lorsque la formation aura été dispensée, il faudra revenir vers le FIFPL, leur adresser la facture acquittée de la formation et une attestation de présence. Et ce n'est que là qu'ils vous rembourseront éventuellement. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous versez ces 103 € de contribution à la formation professionnelle, ça vous ouvre droit à ça. Et beaucoup ne le font pas. Donc, c'est un peu dommage. Alors, c'est un peu de paperasse, effectivement, mais des fois, ça vaut quand même le coup de le faire parce qu'on peut avoir des prises en charge sur des journées de formation qui peuvent aller jusqu'à 200, 250 €. Est-ce que le montant annuel auquel on a Il le est normé, il est plafonné. Tout à C'est fait. 700 €. Oui, voilà, exactement. 700 €. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça vaut. Moi, je sais que pour vous donner un exemple, vous savez, quand vous vous inscrivez à la Convention des avocats, vous avez un package et le package, il vous permet d'avoir, en fait, effectué vos heures de formation, etc. Eh bien, lorsqu'on en faisait la demande auprès du FIFPL, sur les avant-dernières, en tous les cas, eh bien, il prenait en charge l'intégralité des frais d'inscription à la Convention. Donc, ça vaut quand même le coup de le faire, quoi, je crois. Et souvent, on l'oublie. Après, ça demande un petit peu d'administratif, mais c'est peut-être pas mal de le faire quand même. En ce qui concerne la formation, je peux ouvrir une autre parenthèse qui peut vous intéresser là, maintenant, parce que vous êtes en période déclarative. Vous savez que lorsque vous êtes en exercice individuel, eh bien, vous avez le droit à un crédit d'impôt formation. Ce crédit d'impôt formation vous permet une compensation sur le temps passé en formation payante. Et ce crédit d'impôt formation, il est plafonné à 40 heures dans l'année, mais il correspond au taux horaire du SMIC au 31 décembre de l'année passée, donc l'année dernière pour maintenant, 31 décembre 2021. Et il vous ouvre droit donc au nombre d'heures multiplié par le taux du SMIC à un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, ce n'est pas quelque chose qu'on soustrait de l'impôt. Même quand on n'a pas d'impôt, on a le droit de se faire rembourser d'un crédit d'impôt. Alors, ça vous oblige à remplir un document qui est joint à votre déclaration de bénéfices non commerciaux. Ce qui veut dire également que les personnes qui ont choisi d'être au micro-BNC, ce qui est le cas souvent en début d'activité, eh bien, ne peuvent pas, tant qu'ils sont au micro-BNC, prétendre à ce crédit d'impôt formation. Ce n'est que les personnes qui font une vraie déclaration de bénéfices non commerciaux qui peuvent y prétendre. Est-ce que c'est une info que vous aviez ou pas? Non, pas de mon côté. Alors,
vérifiez bien si vous avez fait des heures de formation. Il faut en aviser votre comptable qui vous fait votre déclaration de bénéfices non commerciaux pour qu'il annexe à la déclaration la demande de crédit d'impôt formation, qui fait partie intégrante de la déclaration fiscale. OK? Donc, notez-le, mettez-vous-le de côté, mais il ne s'agit que des formations payantes. On est d'accord? Donc voilà, alors c'est bien, je vous apprends des choses. C'est bien, c'est que c'est utile ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc tout ça, effectivement, j'ai un peu débordé sur la contribution à la formation professionnelle que vous devez acquitter et qui vous coûte 0,25% du plafond annuel de sécurité sociale. Et c'est pour ça que je vous ai annoncé 103 € cette année, mais c'était le cas de l'année dernière également, vu que le plafond annuel de sécurité sociale n'a pas changé entre l'année dernière et cette année. Donc voilà. Alors, par contre, effectivement, vous allez payer cette taxe en novembre. Il ne faut pas être surpris. En novembre, on paye 100 € de plus parce que c'est cette contribution à la formation professionnelle. Et vous allez payer la CSG-CRDS. Est-ce que vous voulez, je vous donne une idée de ce que ça représente, la CSG-CRDS, au niveau du taux? Je pense que c'est toujours utile, oui. Oui. De toute façon, alors, le taux de CSG-CRDS est en fait de 9,70% de votre assiette de cotisation de charges sociales. Alors, l'assiette de cotisation de vos charges sociales, c'est votre bénéfice. OK? Maintenant, ce qu'il faut également savoir pour ceux qui ont décidé de faire leur déclaration fiscale tout seuls, c'est que l'intégralité de cette CSG que vous avez payée n'est pas déductible de vos charges. Il y en a une partie qui doit être, qui n'a pas le droit d'être déduite en charge professionnelle. Donc, si vous la déduisez lorsque vous la payez, ce qui est le cas hein, souvent, eh bien, il faut la réintégrer au bénéfice au moment où vous faites votre déclaration de bénéfices non commerciaux. Et sur 9,70%, il y en a 6,8% de déductibles et 2,9% de non déductibles. Alors, si vous avez eu la curiosité de regarder un petit peu de plus près vos notifications d'URSSAF, vous avez dû voir que lorsqu'ils vous annoncent que vous payez en CSG-CRDS, ils vous font un petit renvoi. Et le renvoi permet de savoir sur le montant payé quel est le montant non déductible. On est OK? Oui, j'ai pas de questions. Hein. Donc ça va. Non, pas de questions pour l'instant et je pense que c'est parce que c'est très clair. Moi, j'ai une question si c'est possible. Oui, bien sûr. On est d'accord que sur l'assiette des cotisations sociales, quand on est en micro-BNC, on peut déduire l'abattement forfaitaire de 34%? Bien sûr, votre base imposable, vous allez payer de l'impôt sur le revenu et vos charges sociales sur ce qui vous reste. Et heureusement pour vous que vous n'allez pas le payer sur votre chiffre de recettes. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ok. Et d'ailleurs, on y reviendra parce que je voudrais aussi vous expliquer une autre problématique que vous pouvez rencontrer au niveau de vos charges sociales si vous faites des demandes de modulation d'échéance auprès de l'URSSAF. Il ne faut pas leur donner le montant de vos recettes en micro-BNC. Il faut leur donner le montant de votre base imposable. Sinon, ils vous appellent des cotisations sur les recettes. Ok, bah, j'y reviendrai parce que je vais vous montrer l'intérêt de faire ça. Maintenant, on est toujours à l'ACRE. En fait, il y a un autre organisme qui va vous appeler des cotisations et l'autre organisme qui vous appelle des cotisations, c'est la CNBF. Et la CNBF, elle vous appelle 4 cotisations qui se cumulent. Il y a 2 cotisations au régime de retraite de base, une cotisation à une prévoyance invalidité décès, parce que c'est eux qui vous couvrent en matière d'invalidité décès, et vous avez une cotisation complémentaire retraite obligatoire. Vous serez exonéré de tout, sauf de la complémentaire retraite obligatoire, en fait. Ah, ça s'est décalé quand ça s'est téléchargé. Normalement, je barre le régime de base et le régime complémentaire. Donc, en fait, vous ne payez que la cotisation à la complémentaire retraite obligatoire. Et je pense que vous avez tous actuellement reçu un courrier de la CNBF dans lequel ils vous ont présenté une grille avec des classes de retraite complémentaire. Ça vous parle, ça?
Oui, je crois qu'on l'a reçu. Oui. Celle qui est obligatoire, c'est la classe 1. Nous sommes d'accord? Donc, si vous ne répondez pas à leur courrier, d'office, ils vous appelleront la classe 1. Je vous explique pourquoi ils vous proposent d'autres classes. En fait, en ayant cotisé, l'enveloppe que vous avez cotisée, elle va vous permettre d'acquérir des points retraite. Ces points retraite, vous les payez au moment où vous cotisez. Et lorsque vous partez à la retraite, ils se transforment en une valeur annuelle. Donc, je peux vous donner une idée de ce que ça représente si vous voulez. Vous payez, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit être 10 €. Le point coûte 10 € 6 948, très exactement. Donc, en fait, l'enveloppe cotisée divisée par 10 € 6 948 vous donne le nombre de points acquis dans l'année. Et ces points, lorsque vous partez à la retraite, actuellement, ont une valeur annuelle de 0,9 000 et quelques. Je vous le montrerai tout à l'heure parce que c'est dans la suite des slides. Donc, en fait, effectivement, si vous voulez rajouter des points, eh bien, vous pouvez choisir des classes supérieures qui vous permettront d'acquérir plus de points avec la possibilité, au moment où vous partirez à la retraite, d'avoir cumulé un certain nombre de points. Voilà. Après, c'est vous qui décidez de ce que vous faites en matière de retraite. Mais si vous voulez mutualiser sur des points retraite, c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que je mise tout sur des points retraite ou est-ce que je diversifie pas mes produits retraite en plus des obligatoires? C'est ça la vraie question. Mais en tous les cas, on vous laisse le choix entre la classe 1, 2, 3, 3+. Et le fait d'avoir cotisé aux classes supérieures vous permet d'acquérir plus de points, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que c'est une cotisation qui n'est pas exonérée au titre de l'ACRE, parce que si elle était exonérée au titre de l'ACRE, vous n'auriez pas acquis de points. Et ce serait dommage au moment où vous partez à la retraite, tout simplement. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, tout ce que je viens de vous dire? Plus ou moins clair, mais... Dites-moi si vous avez des questions. Je pense que de toute façon, ça... Il y avait une question peut-être? Oui, hello? Oui, je vous écoute. Oui, dans l'hypothèse où il y a une réforme des retraites. Aucune perspective. Ok, d'accord, mais du coup, tout ce qui est avantage acquis par rapport à ces points-là seront potentiellement perdus. Pas forcément, ça dépend des négociations qui devront être précises, ça devra être précisé. En fait, le gros problème, c'est aussi pour ça que la profession a énormément contesté le fait d'être absorbé par le régime universel de retraite. C'est qu'effectivement, il n'y avait pas trop de garanties sur ce qui était actuel par rapport à ce qu'il vous présentait dans la réforme de la retraite. Maintenant, on sait que ça s'est arrêté au moment du confinement, de la pandémie et autres. Ça va peut-être être repris, mais les négociations étaient encore en cours, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Alors, je pourrais, mais ce n'est peut-être pas le débat aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok, je suis désolée, mais je ne peux pas aller plus loin avec vous, parce que déjà, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, et encore moins dans 40 ans. C'est clair. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Est-ce qu'il y a des questions sur l'ACRE? Alors, moi j'ai une question, juste une petite question. Par exemple, si on était à un certain moment donné salarié d'une entreprise, avocat salarié, oui, qu'on est passé, donc on était soumis, j'imagine, au régime général. Oui, c'est ça. Ensuite, on a une activité entreprise pure, donc là, on est salarié régime général classique. Et derrière, on décide de repartir en cabinet, donc en BNC. Dans ce cas-là, comment se fait la jointure entre la cotisation qu'on a eue au titre du régime général et la cotisation qu'on aura au titre de l'exercice libéral? Alors, vous changez de statut. Vous n'êtes plus au régime général de sécurité sociale. Par contre, vous ne changez pas d'organisme qui va traiter votre dossier. Vous savez que depuis 2 ans maintenant, même 3 maintenant, vous n'avez qu'un guichet unique sur tout ce qui est votre protection. Vous savez que tout est géré maintenant par la caisse primaire d'assurance maladie.
et même pour ceux qui viennent de commencer, ils ont dû voir que pendant leur période étudiante, eh ben, ça a basculé. Il n'y avait plus le régime étudiant. Ils ont basculé vers un interlocuteur, la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, votre dossier est déjà existant à la caisse primaire d'assurance maladie, si c'est votre question. On est d'accord? Oui, c'est ça. Par contre, lorsque vous allez faire votre déclaration de travailleur indépendant, la sécurité sociale va être informée de votre changement de statut et va vous basculer dans le service des travailleurs non salariés. Et vous n'aurez rien à faire. C'est eux qui vont transférer le dossier. La seule chose, il n'y a pas plus besoin de remplir le dossier du médecin traitant et autres, vu que le dossier existe déjà. La seule chose qu'ils vous demanderont, c'est de mettre à jour votre carte vitale dans une des bornes à votre disposition. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, quand on sera à la retraite, il y aura Ah oui, un alors cumul. vous parlez de la Voilà. retraite, là. Oui, Hein. oui, c'est ça pour la retraite. Moi, je pensais que c'était général. Mhm. Alors, pour la retraite, si vous avez cotisé à un autre organisme retraite que la CNBF, Oui, c'est ça votre question, en c'est fait. ça, exactement. Ouais. Vous allez avoir acquis des points retraite dans cet organisme-là, qui n'ont sans doute pas la même valeur que les points retraite à la CNBF. Oui, Et je pense que vous avez déjà vu vos parents ou grands-parents qui sont à la retraite avoir des retraites versées par plusieurs organismes. d'accord, ok. Et ça sera votre cas, en fait. D'accord, c'est clair, très clair. Mais par contre, la valeur du point chez les salariés est moins importante que la valeur du point à la CNBF. D'accord, ok, bon à Ok. savoir. Ok, merci. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je peux continuer? Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'ACRE? Alors, juste une petite précision. La CNBF n'étant pas informée par l'URSSAF de votre obtention de l'ACRE, il est impératif pour vous de demander à l'URSSAF une attestation d'obtention de l'ACRE et l'adresser à la CNBF. Parce que sinon, la CNBF vous appellera les cotisations exonérées. Ok. C'est clair, ça c'est très important. Hein. Ouais. Et vu que vous recevez vos avis de cotisation actuellement, je vous invite à vraiment vérifier ce qui vous a été appelé. Et si vous êtes dans les 12 premiers mois, on doit ne vous avoir appelé que la complémentaire retraite obligatoire. Tout le reste est exonéré au titre de l'ACRE. Et si on a déjà payé les cotisations sans savoir cet élément? Alors, là, il faudrait vous adresser à la CNBF pour voir s'ils peuvent revenir dessus. Là, je ne pourrais pas vous le garantir, hein, je ne sais pas, parce que je ne suis pas membre de la CNBF, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est impératif, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Il faut vraiment leur envoyer l'attestation. On fait une compensation avec les prochaines échéances, non? On demande un droit à l'erreur, c'est un peu comme les Oui, impôts. moi, je pense qu'ils l'accepteront, mais en tout cas, ils vous demanderont la notification d'acceptation de l'ACRE. Ok, très clair. Voilà. Donc, c'était important d'aborder la partie sociale quand même, hein, parce qu'il y avait quand même des choses à savoir. On va, sauf à ce que vous ayez d'autres questions sur le social. Moi, j'ai une question. Ah, Ouais, il y a une vas-y. question, je vous écoute. Enfin, pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que on doit déjà au préalable créer un compte à l'URSSAF dans le régime Toujours. non salarié, toujours. Ok. Toujours. Il faut, dès que vous avez vos identifiants, il est impératif, je pense, c'est un conseil, après, ce n'est pas obligatoire. Mais je pense que si vous voulez dialoguer avec vos organismes collecteurs et vos organismes de protection, il est impératif, dès que vous avez vos identifiants, de créer vos comptes. C'est vraiment important parce qu'à l'administration fiscale, vous ne pourrez dialoguer avec eux que si vous avez ouvert votre compte. Et l'URSSAF, c'est aussi beaucoup plus. Et c'est en plus, quand vous avez ouvert vos comptes à ces organismes-là, c'est le cas pour la CNBF aussi, c'est beaucoup plus rapide au niveau de la réaction quand vous leur écrivez. Ok, merci. Ok. On est OK? Je ne sais pas qui m'a posé cette question tout à l'heure. Oui, c'est dans. D'accord. En OK. présence. D'accord. Donc, faites-le vraiment, vraiment, parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir votre notification
d'obtention de l'ACRE, mais ça vous permettra aussi de faire des demandes de modulation d'échéance. Et pour les impôts, c'est la même chose. Créez vos espaces personnels à tous les organismes qui sont en fait vos interlocuteurs. C'est impératif maintenant, parce que tout se passe maintenant par de la télétransmission et autres. OK? D'autres questions? Peut-être une petite question. L'ACRE, elle est éligible pour c'est pour les 2 premières années? Non, c'est fini ça. D'accord. L'ACRE, maintenant, c'est un dispositif qui vous permet une exonération sur 12 mois glissants. OK. Alors, quand je parle de 12 mois glissants, ça veut dire que si vous commencez dans l'année et pas le 1er janvier, ben, ça correspondra à 1 an à partir de la date où vous avez commencé votre activité. D'accord. Et pour une personne, du coup, on parle d'activité pour des personnes qui seraient avocats salariés pendant 4 ans et qui après s'installeraient en individuel. Ben, ils n'ont pas eu le statut d'entrepreneur avant. Hein. Ouais. Donc, pour eux, c'est une création d'activité. OK, très clair. Merci Donc, beaucoup. au moment où ils créent leur activité, donc au moment où ils font leur déclaration, personne physique, travailleur indépendant. Très bien. OK. Alors, je voudrais encore aborder un dernier point là-dessus, si vous me le permettez, hein, au niveau social. Parce que je pense qu'il est impératif pour vous de comprendre, alors je suis désolée, je vais revenir là-dessus, comment sont calculées vos cotisations sociales. Parce que à partir du moment où vous avez assimilé comment sont calculées vos cotisations sociales, il faut peut-être anticiper une problématique qui risque d'être la vôtre si vous n'avez pas assimilé les choses. Donc, vos cotisations sociales, hein, elles sont dues pour une année sur votre bénéfice de l'année. Sauf que votre bénéfice de l'année, au moment où on vous les appelle, ce bénéfice n'est pas connu. Ce qui veut dire que lorsqu'on vous payez vos cotisations sur l'année, vous ne payez pas ce que vous devez réellement. On est d'accord? Et si vous avez des décalages entre le bénéfice de l'année N-1 et de l'année N, vous allez vous retrouver à avoir des régularisations qui n'interviendront que lorsqu'ils auront connaissance de votre bénéfice. Donc, au mieux, en mai de l'année suivante. Et pour ceux qui ont déjà une activité depuis plus d'1 an, ils ont dû se rendre compte que les échéanciers changent à partir de juin-juillet. Parce que, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu connaissance de vos revenus. Et à ce moment-là, ils vont vérifier sur quels revenus ils se sont basés pour vous appeler les cotisations de l'année. Et s'ils n'ont pas assez demandé, ils vont vous appeler le complément. Et ce complément, vous allez devoir le payer sur les 6 derniers mois de l'année. Je pense que ça, tout le monde l'a vécu ou est au courant on a des grosses régularisations de charges sociales, pas tout de suite, mais après. Vous savez ça. Alors, j'ai une petite question. Ça, Oui. c'est pour le coup les avocats, enfin, entre guillemets, totalement indépendants, mais par exemple, pour les avocats qui sont rémunérés en rétrocession d'honoraires, c'est-à-dire dont le salaire, qu'ils ont un salaire minimum annuel. Alors, Voilà. attendez. Est-ce que c'est une rétrocession d'honoraires ou est-ce que c'est un salaire? C'est pas la même chose. Bon, c'est un contrat libéral. Donc, c'est une rétrocession Oui, d'honoraires. c'est ça. Il ne Ouais. faut pas confondre un salaire avec une rétrocession d'honoraires. Parce que le salaire, quand on vous le verse, c'est un net, duquel sont déjà enlevées les cotisations sociales que vous devez. Alors qu'une rétrocession d'honoraires, c'est un honoraire. Un honoraire qui peut être complété par d'autres honoraires, mais qui va vous servir à vous acquitter de vos obligations d'entrepreneur, notamment payer vos cotisations sociales. On est d'accord? On est d'accord, mais du coup, dans ce cas de figure, la rétrocession d'honoraires est connue sur l'année, le montant est connu. Après, il peut y avoir des ajustements en fonction si on a des clients perso, etc. Donc, dans ce cas-là, ils ont quand même malgré tout un montant fixe minimum qui sera versé par l'employeur.
C'est pas un employeur. Déjà, Par le cabinet d'avocat. Voilà. Je suis désolée de jouer Oui, sur non, les vous avez mots, raison, vous c'est avez pas raison. du tout la même rémunération. Oui. Mais bien sûr, c'est là où je veux en venir. Parce que, en fait, si vous restez passif et que vous ne faites rien, le gros problème, lorsqu'on relève des bénéfices non commerciaux, c'est qu'on détermine un résultat, une fois qu'on n'est plus en micro-BNC, par rapport à des recettes réellement encaissées, moins des charges réellement payées. On est d'accord, hein? C'est comme ça qu'on détermine le résultat. Et on ne peut prendre en compte que des charges réellement payées. Ce qui veut dire que l'année où vous cotisez pas assez, vous allez avoir peu de charges. Ça va augmenter votre base imposable et votre assiette de cotisation de charges sociales nécessairement, vu que ça va augmenter votre bénéfice, vu que vous n'avez pas payé les charges réelles de l'année. On est d'accord? L'année d'après, vous allez payer beaucoup de charges parce que vous allez payer des cotisations de l'année et en plus, vous allez payer les régularisations. Ce qui va vous donner une grosse enveloppe de charges qui va vous faire baisser le bénéfice. Vu que vous aurez baissé le bénéfice, vous aurez trop payé dans l'année où vous avez baissé en bénéfice. Et vous devrez attendre juin de l'année d'après pour qu'ils aient connaissance de votre bénéfice réel pour être remboursé du trop payé. Mais si vous êtes remboursé du trop payé, vous allez avoir très peu de charges à nouveau sur cette année où vous allez être remboursé. Et vous allez de nouveau augmenter votre bénéfice. Et vous allez subir en fait une variation de revenus, de base imposable à l'impôt sur le revenu, mais également de cotisations sociales. Une année, vous allez très peu payer. L'année d'après, ça va exploser. L'année d'après, vous allez retomber et vous allez très peu payer. Et l'année d'après, ça va réexploser. Vous voyez un petit peu la problématique? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire là? Oui, c'est très clair. Ouais. Alors moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez rester passif et à ce moment-là, vous subirez toujours ce décalage entre l'année où vous payez les charges et ce que vous devez réellement. Mais vous pouvez très bien anticiper la problématique. Et pour anticiper la problématique, vous allez faire sur le site de l'URSSAF une demande de modulation d'échéance. Et cette demande de modulation d'échéance va vous permettre de leur demander de vous appeler vos charges sociales sur un bénéfice prévisionnel plus réaliste que s'il se base sur N-1. Ça vous oblige à faire un prévisionnel, mais faire un prévisionnel quand on veut bien gérer son cabinet, je pense que c'est de toute façon nécessaire. Et ça pourrait être un sujet à venir, éventuellement. Hein. Merci pour le thème. Ouais. J'ai juste une petite question à ce sujet. Oui. De votre expérience, à votre avis, l'année du rattrapage qui s'effectue, j'imagine, en général, disons la première année de rattrapage, le cas échéant, en général, donc au cours de la 3e année d'exercice. Non, 2e. Au cours de la 2e. Oui, effectivement. Le décalage, en fait, oui. Maintenant, il se fait d'une année sur l'autre. Il y a plus de 2 ans de décalage. Il y a 2 ans de décalage sur 6 mois. Après, c'est fini. À partir du moment où ils connaissent le bénéfice de N-1, il n'y a plus qu'1 an de décalage. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'ils changent les échéances. Je pense que ma question, du coup, perd de son sens parce que j'allais vous demander, est-ce que, à votre avis, c'est intéressant lorsqu'on est au micro BNC de passer ensuite au régime réel, puisqu'on aura beaucoup de charges si on doit compter les charges de l'année en cours plus les charges des années passées en cas de régularisation. Mais s'il n'y a plus qu'1 an d'écart, ça change un peu le. Oui, il n'y a plus qu'1 an de décalage. D'accord. Avec en plus une autre chose à retenir, c'est que la première année, quand vous êtes en micro BNC, vous êtes aussi bénéficiaire de l'ACRE et vous ne payez pas des charges pleines. Oui, après tout le monde n'est pas bénéficiaire de l'ACRE, mais. Oui, c'est sûr. Oui. Mais pour ceux qui sont bénéficiaires de l'ACRE, en plus, les charges sociales, elles ne sont pas du tout celles qui doivent à partir de la 2e année. Hein. Oui, bien sûr. Alors, faites attention parce que justement, pour revenir sur la première année, ce qu'il faut aussi que vous sachiez,
c'est que si vous n'avez pas d'action vis-à-vis de l'URSSAF, il se base sur un bénéfice de référence pour vous appeler vos cotisations. Et le bénéfice de référence sur lequel il se base est de 7 816 €. Donc, autant vous dire que vous allez très peu payer, mais vous aurez de grosses régularisations. Parce que si vous ne faites ne serait-ce que 20 000 € de bénéfices, vous devez encore des cotisations sur plus de 12 000 €. Et c'est à quel moment qu'on fait cette demande À tout moment, vous pouvez la faire. C'est une demande de modulation d'échéance d'URSSAF, d'échéance provisionnelle. Ça se fait sur le site de l'URSSAF. Et vous déclarez le bénéfice prévisionnel que vous allez faire dans l'année. Et dès le mois suivant, il se base sur ce bénéfice prévisionnel pour vous appeler vos cotisations. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes sur quelque chose de plus réaliste dans l'année. Vous ne subirez pas les variations de bénéfices d'une année sur l'autre et vous ne subirez pas les régularisations. Mais ça, il faut le faire avant l'appel à cotisation de l'URSSAF. Non, à tout moment, vous pouvez le faire. Si vous avez décidé de le faire maintenant, vous pouvez leur dire à partir de maintenant, je souhaite être prélevé sur un bénéfice de temps. Ouais, d'accord. Par contre, faites attention, c'est le bénéfice qu'il faut mettre. Donc, quand on est en micro BNC, c'est la différence entre le chiffre d'affaires moins 34% de charge. Et pas le chiffre d'affaires. On est d'accord. Et du coup, quand bien même on est à l'ACRE, ça peut avoir un intérêt. On a quand même des cotisations à payer. Voilà, oui. Donc, il faut moduler pour éviter l'effet boomerang sur la CSG, CRDS. Je vous rappelle quand même que la CSG représente 9,70% de votre bénéfice. Et que sur la CSG, vous aurez des régularisations. Oui, et puis pour l'IR, après, ensuite, c'est quand même intéressant d'avoir déjà payé de la CSG, CRDS pour pouvoir la déduire du résultat taxable. Alors, avec une autre problématique, c'est que pour l'IR, si vous êtes en première année d'activité ou si vous venez de finir votre première année d'activité, on ne vous a rien appelé en IR. Pour ceux qui ont commencé en 2021, sauf s'ils sont restés passifs, là encore, ils n'ont pas eu de demande de paiement d'impôt. On est d'accord? On est d'accord. Pourquoi? Parce que on fonctionne avec le prélèvement à la source. En fait, quand on paye l'impôt de l'année. Sauf que pour vous, c'est compliqué de payer l'impôt de l'année vu qu'on ne connaîtra votre bénéfice que le 31 décembre. Donc, nécessairement, il se base sur N-1 pour vous appeler le prélèvement à la source de l'année. Sauf que là, les impôts, eux, ils ne prennent pas un bénéfice de référence. Ils ne prennent rien la première année. Ils ne vous appellent rien du tout et vous paierez l'intégralité de l'impôt 2021 en septembre 2022. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? D'où l'importance pour ceux qui commencent en 2022 de peut-être prévenir aussi cette problématique-là en demandant aux impôts, là encore dans votre espace personnel sur impôt.gouv, d'être tout de suite prélevé à la source de l'impôt. Pour ne pas avoir tout à payer en bloc l'année prochaine, en deuxième semestre de l'année prochaine. Ça va toujours? Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? C'est très important ce que je viens de dire. Oui, pour mieux gérer votre cabinet, c'est hyper important ce que je viens de dire. Ce que vous dites là, madame, sur l'IR, c'est juste une question de gestion de trésorerie, en fait. Oui, parce que l'IR n'est pas une charge du cabinet. Hein, oui, voilà. J'allais dire, pour étaler correctement les charges, c'est intéressant. Pour l'IR, c'est plus, voilà. Ouais, plus du confort pour vous. Hein. Et que vous ne soyez pas surpris de recevoir un gros avis d'imposition en septembre. Oui, mais si vous n'avez rien payé l'année dernière. Je rebondis sur ce point-là. Oui. Bon, pour ma part, je suis resté passif sur le volet IRPP. Donc, en 2021, comment dire, j'ai rien payé à date au titre des revenus 2021. OK, en septembre 2022, j'aurai tout déclaré. Je vais avoir
la douloureuse, et à partir de septembre 2022, automatiquement, l'administration va s'ajuster et va mettre en œuvre finalement le prélèvement à la source. C'est comme ça que ça. C'est ça, c'est ça. À partir du moment où ils ont une référence, ils le mettent en place. Okay. Et ils se basent sur ce qu'ils ont en référence, c'est donc l'exercice N-1. Ouais. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là. On va maintenant, si vous le souhaitez, parler de vos régimes déclaratifs en matière d'impôts. Vous savez que lorsque vous relevez des bénéfices non commerciaux, vous avez la possibilité de choisir de déclarer en micro-BNC ou sous le régime de la déclaration contrôlée. C'est maintenant qu'il faut savoir ça parce que c'est maintenant que commencent les échéances déclaratives qui sont les vôtres. OK? Donc, si vous avez choisi d'être en micro-BNC, sachez que vous allez déclarer votre bénéfice sur votre déclaration personnelle de revenus. Votre bénéfice, votre chiffre d'affaires sur votre déclaration personnelle de revenus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des déclarations personnelles de revenus, mais vous devez les faire maintenant en télétransmission et les dates de dépôt, en fait, sont liées à votre situation géographique. Vous avez une première zone pour les départements de 1 à 19 où ils doivent avoir déclaré par Internet avant le 24 mai. La zone 2, donc pour les départements de 20 à 49, eh bien, l'échéance est au 31 mai. Et pour la zone 3, donc je pense que vous êtes la plupart d'entre vous dans la zone 3, oui, la plupart d'entre vous dans la zone 3, vu que ce sont les départements de 50 à 97 et quelques, eh bien, la déclaration doit se faire avant le 8 juin. Et quand vous êtes en micro-BNC, c'est cette échéance-là qui est la vôtre. Parce qu'en fait, votre micro-BNC, vous allez le déclarer sur votre déclaration personnelle de revenus. Votre déclaration personnelle de revenus, c'est une déclaration pour un foyer fiscal. Votre foyer fiscal, ça peut être vous tout seul, parce que vous êtes célibataire sans enfant, mais vous pouvez avoir un foyer fiscal composé de 2 déclarants, vous, votre conjoint, et des enfants à charge. Et en fait, le foyer fiscal, c'est ce qui va permettre de déterminer le nombre de parts du foyer fiscal et qui va permettre de calculer l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, où on va cumuler tous les revenus du foyer, où il peut y avoir des traitements et salaires, des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux et autres, et qu'on va diviser par le nombre de parts dans le foyer fiscal qui va déterminer au barème progressif de l'impôt sur le revenu quel va être l'impôt à payer par le foyer fiscal. Je pense que le principe, vous le connaissez tous. Et lorsque vous êtes donc dans le choix du micro-BNC, vous allez aller sur cette déclaration personnelle de revenus, que je peux peut-être vous présenter parce que j'ai dû faire des photos, des copies. Alors, je suis désolée, mais c'est tout à la fin. Mais je vais vous le montrer quand même parce que c'est intéressant de le voir. Alors, ça, c'est les différences entre le micro-BNC et la déclaration contrôlée. Mais j'aurais bien, je vous le montrerai après. Votre déclaration personnelle de revenus, elle se fait sur le site des impôts. Et si vous n'avez pas de référence sur le site des impôts et que vous êtes amené à la faire dans sa version papier, il faut avoir des revenus peu importants pour pouvoir la faire dans sa version papier ou avoir le justificatif que vous ne pouvez pas déclarer sur Internet. Le délai en fait, de dépôt est le 19 mai, pour info. Donc, cette déclaration, vous allez sur le site des impôts, www.impôts.gouv.fr, et avec votre identifiant, vous allez dans votre espace personnel, parce que l'impôt sur le revenu est un impôt personnel. Et une fois que vous allez être dans votre espace personnel, déclaration de revenus, on va vous demander si vous souhaitez faire une déclaration simplifiée ou une déclaration complète.
Si vous faites une déclaration, quand vous déciderez de ça, alors vous allez alimenter bien entendu de quoi est composé votre foyer fiscal, est-ce qu'il y a des personnes à charge, etc., etc. Et ensuite, vous allez devoir déclarer des revenus. Dans la simplifiée, vous ne pourrez pas déclarer votre micro-BNC. Donc, il faudra nécessairement aller dans la complète. Et à ce moment-là, vous aurez une liste de catégories de revenus dans laquelle vous retrouverez les bénéfices non commerciaux. Et pour les bénéfices non commerciaux, il les intitule les revenus non commerciaux professionnels. Et quand vous arriverez dans ce qui est destiné à vous, donc dans la 2042 complète, complémentaire, qui concerne les revenus non commerciaux professionnels, vous aurez un encart destiné au micro-BNC. Et si vous êtes au micro-BNC, c'est là-dedans que vous déclarerez le montant de vos recettes encaissées dans l'année. Année fiscale qui s'arrête le 31 décembre. Nous sommes d'accord, hein? Et si vous avez choisi la déclaration contrôlée, vous aurez un autre encart réservé à la déclaration contrôlée. Mais à ce moment-là, il faudra, avant de faire cette déclaration, avoir fait votre réelle déclaration de bénéfices non commerciaux. Est-ce que c'est plus clair pour ceux qui sont en micro-BNC, ce que je viens de dire? Oui, j'ai juste une question. Oui, dites-moi. Alors, pour le calcul de l'impôt, en fait, donc en micro-BNC, donc on déclare nos recettes. On a l'abattement de 30%. C'est l'administration fiscale qui le calcule. Hein. Voilà. Et ensuite, s'agissant des cotisations sociales, on va les sont payer dans les sur 34%. Elle est sur la base réduite des 34%. Oui. Oui, oui allez-y. Non, j'allais dire, et est-ce que ensuite, pour calculer l'impôt sur le revenu, on va déduire encore les charges, les cotisations déductibles? Non. Non. D'accord, non, c'est en fait, 30% quand vous global. acceptez le micro-BNC, vous acceptez que l'enveloppe de vos charges, et dans l'enveloppe de vos charges, il y a tout, hein, et ça va du trajet domicile-cabinet à vos cotisations sociales, à l'achat de votre robe d'avocat. Vous acceptez que ça représente 34%. Alors, c'est là où ça peut être très intéressant ou pas intéressant du tout. Si vous avez très peu de charges, parce qu'il n'y a pas de trajet de domicile-cabinet et autres, même si vous n'avez pas fait même si vous n'avez pas payé 34% de charges, il vous sera enlevé quand même une enveloppe de 34% de charges. Et là, c'est effectivement très intéressant pour vous. Oui, je comprends. Et du coup, dernière question. Là où c'est pas intéressant, c'est si vous avez plus de 34% de charges. Et là, il vaut mieux passer à la déclaration contrôlée. D'accord. Et du coup, juste pour terminer sur ce sujet, les cotisations totales, pas juste la CSG, mais aussi les cotisations pour la CNBF, etc., vous savez à peu près combien on paye de cotisations en tout, en moyenne, disons? Alors, il y a des cotisations qui sont... C'est pas pareil. Au début, ça change. Au début. Le pourcentage il est progressif, en fait. Alors là, je peux vous donner une idée hein, des pourcentages proportionnels que ça représente, si vous le souhaitez. Effectivement, l'URSSAF, il vous appelle des cotisations proportionnelles pour tout, sauf pour la contribution à la formation professionnelle, qui est en fait de 103 €, mais ça, vous l'avez compris tout à l'heure. À l'URSSAF, vous devez l'allocation familiale. L'allocation familiale, lorsqu'elle est pleine, je dis bien lorsqu'elle est pleine, elle représente 3,10% de votre bénéfice. OK? Ouais. Lorsqu'elle est pleine. Et elle n'est pas pleine tant que votre bénéfice est inférieur à 45 250 €. Mais je comprends, excusez-moi, j'ai du mal à saisir la notion de bénéfice en fait. Le bénéfice, c'est ce qui reste. Oui, mais du coup, l'assiette des cotisations... Ah ben c'est 7 816 € la première année. Non, non, mais oui, je comprends bien, mais après, par la suite, l'assiette des cotisations sociales est un bénéfice dont sont déductibles les cotisations sociales. Donc, comment ça marche? C'est que des calculs en dedans? Je comprends pas le... Non. Pour moi, c'était sur le revenu qu'on payait les charges sociales. Bénéfice. Regardez, je vais vous montrer un exemple de bénéfice que j'ai déterminé. Ça sera intéressant pour vous de le voir. Imaginons que vous soyez en micro-BNC. Je vais vous donner un exemple, hein, tout bête.
et que vos recettes déclarées soient de 36 000 euros. Eh bien, ça, c'est ce que vous indiquez, 36 000. Le forfait de charge, quand on prend 34% de 36 000, ça fait 12 240 euros. On arrive donc à une base imposable de 23 760 euros. Dans les 12 240 que vous voyez là, il y a tout, y compris les charges sociales. Elles sont dedans. OK? Donc, ce qu'il vous reste, ce sur quoi vous allez cotiser vos charges sociales et votre impôt sur le revenu, c'est sur 23 760 euros. Donc, c'est sur ces 23 760 euros que vous allez payer de l'allocation familiale, de la CSG-CRDS, de la sécurité sociale des indépendants, de la retraite de base, de la retraite complémentaire, etc. Est-ce que c'est plus clair pour vous? La seule chose, c'est que comme le signale quelqu'un d'autre, c'est qu'on ne voit pas la slide que vous montriez. Donc non, c'est. Ah bon, vous ne la voyez pas? Moi, je la vois. Je pense que vous êtes. Ouais, c'est resté bloqué les régimes de protection sociale facultatifs. Ah bon? Ça bouge plus pour vous? Non. Non. Ça se fait, ça. Peut-être qu'il faut. Moi, c'est pas très grave, mais si en même temps, peut-être essayer peut-être de quitter la présentation et revenir. Ça marche ou pas? Ça bouge toujours pas, là? Non. Un petit bug. On peut voir en dessous, mais. Alors, je vais sortir de là. Moi, je peux le faire comme ça. Capable de commencer. Ça marche pas. Ok, présentation. Je suis désolée de ces problèmes techniques là. Non, non, mais il n'y a pas que si. Mais là, on fera différemment, hein, je crois. Je vous communiquerai mon support et vous pourrez tout de suite le télécharger avant la réunion déjà. Non, mais c'est déjà très bien et très clair. Je pense que vous avez apporté beaucoup d'informations déjà à ce stade. Très important. En fait, on peut interagir. Les slides. On peut interagir sur la présentation. Donc, en fait, si vous partagez les slides et que vous nous indiquez à quel slide vous êtes, on peut y aller. D'accord. Alors, attendez. Il faut juste que je puisse y retourner. J'aurais peut-être dû dire ça avant que vous retiriez les slides. Eh oui. Mais bon. Alors, contenu. Est-ce que je vois quelque chose? Il n'est toujours pas là. Impossible d'afficher le contenu. Ah bah maintenant que je suis sorti, il n'en veut plus. Alors, la caméra. Parcourir. Je vais rechercher à nouveau dans mon ordinateur. Il est d'accord pour que je cherche dans mon ordinateur, donc c'est plutôt bien. Alors, obligation. Télécharger une copie, remplacer. Non, je ne veux pas télécharger. Il semble que vous avez récemment partagé ce fichier en Teams. Bah oui, hein. Télécharger une copie. Non. Remplacer. Non plus. Je vais aller là-dedans. On va voir. Écoutez, en tous les cas, donc pour vous donner une idée, en fait, vos charges sociales, mais c'est le cas de l'impôt sur le revenu aussi, pour répondre à l'interrogation que j'avais tout à l'heure, c'est vraiment sur ce qui reste après avoir payé vos charges. Je crois que c'était Louis qui me posait cette question-là tout à l'heure. Non. Plus personne. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, on vous entend, on vous entend. Donc, c'est sur votre bénéfice. Excusez-moi, Nadine, excusez-moi. On est d'accord, les 34% dont on parle d'abattement forfaitaire, on les applique sur les recettes. D'accord. Sur les recettes, bien sûr qu'on les applique. Donc là, ça va être compliqué de comparer ce taux de 34% donc, qui s'exprime sur les recettes avec les taux là que vous commenciez à nous donner. Donc, j'avais noté allocation familiale 310 qui eux s'expriment sur un bénéfice. Sur le bénéfice. C'est pour ça qu'il faut, en amont, avant, en fait, il faut avoir fait une détermination du résultat pour savoir
combien on va appliquer de cotisation sociale sur le résultat. En fait, il faut se baser sur ce que vous allez avoir comme résultat pour pouvoir savoir comment calculer vos cotisations sociales. Elles ne seront jamais calculées sur vos recettes, vos cotisations sociales. Jamais. Elles sont toujours calculées sur votre bénéfice. J'ai un grand blanc, un grand vide. Non, mais c'est vrai. Après, moi, je comprends le point là qui a été soulevé. Je vous donne juste comment dire, mon expérience, mon exemple. Avant de passer en Alors BNC, moi, je pense que... Allez-y. Avant de passer en BNC, mon employeur, on va l'appeler comme ça, m'a fait quelques simulations. Et au regard de ce que vous me dites, moi, je n'avais pas conscience de ces nuances. Hein. Il m'a fait une simulation et c'est vrai qu'on est sur des références circulaires finalement, parce que ça partait d'une rétrocession d'honoraires, ok, donc les recettes. Et ensuite, il a estimé, mon employeur a estimé le montant de mes cotisations et j'arrivais effectivement à un bénéfice base IRPP. Et c'est vrai que là, du coup, au regard de ce que vous me dites, je me demande bien comment il a pu faire. Mais, oui, parce qu'il ne savait pas ce que vous alliez avoir comme charge. Parce qu'en fait, vous n'avez pas que des cotisations sociales. Vous allez avoir vous avez d'autres charges quand vous êtes en exercice individuel. Et je pense que ceux qui ont déjà une activité depuis un certain temps, ils peuvent le confirmer. Parce qu'en dehors des cotisations sociales, vous allez avoir à payer des cotisations ordinales, vous allez avoir à payer peut-être des cotisations syndicales, mais vous allez décider peut-être de prendre une complémentaire santé, vous allez peut-être avoir des repas qui peuvent passer en charge. Voilà, il y a plein de choses. Et tout ce qui est trajet aussi que vous allez effectuer ou avec votre véhicule ou en autres frais de déplacement. Non, c'est sûr, Nadine, mais du coup, ce que vous appelez le bénéfice soumis à charges sociales, après avoir payé tout ça. C'est après avoir payé les charges hors cotisation sociale. Y compris les cotisations sociales. Mais du coup, c'est que des références circulaires. C'est ça qu'en fait qui nous paraît étrange, je pense. Je pense que la personne qui a intervenu juste avant, parce que vous voyez, si une cotisation est déductible de sa propre assiette, ça veut dire qu'il faut... Heureusement qu'elle est déductible. C'est une dépense engagée. C'est une bonne nouvelle, mais c'est juste pour après simuler, ça paraît un peu compliqué. Moi, je crois savoir d'où vient la confusion. Parce que souvent, quand vous avez des personnes qui interviennent et autres, ils vous disent « mettez de l'argent de côté parce que vous allez avoir à payer vos cotisations sociales et autres. Et mettez de côté environ 40% de vos recettes. » C'est souvent ce que vous entendez. Oui, c'est vrai. Oui. Mais quand ils vous parlent de 40% de vos recettes, ils vous parlent d'une globalité de toutes les charges que vous allez avoir à payer, pas que des cotisations sociales. Parce que vos cotisations sociales, elles ne représentent pas 40% de vos recettes. Mais en dehors des cotisations sociales, il y a d'autres charges. Et quand ils vous donnent cet élément, cette idée de entre 40, il y en a qui vous donnent 30%, d'autres 40%, d'autres qui vous disent 50%, ils intègrent tout ce que vous allez payer. Que ce soit des cotisations sociales, que ce soit des cotisations professionnelles, que ce soit des frais de voiture, que ce soit l'impôt sur le revenu. Parce que quand ils vous annoncent du 50%, ils y incluent même l'impôt sur le revenu. En fait, ils vous disent, quand ils vous expliquent ça, ils vous disent, voilà, vous allez avoir rentré tant, mais vous ne pourrez pas prélever autant parce que ce n'est pas un salaire. Donc, et vu que vous êtes libre de vous prélever le montant que vous voulez, il ne faut pas être dans l'exagération dans ce que vous allez vous prélever, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un problème de trésorerie. Parce que le gros problème, lorsqu'on est sur un entrepreneur individuel que vous êtes, mais le gros problème, c'est que vous pouvez avoir, je vais vous donner un exemple, je vais vous dire n'importe quoi. Vous pouvez avoir fait 100 000 € de recettes. C'est un n'importe quoi très optimiste. Hein. Vous pouvez avoir fait 100 000 € de recettes et avoir 50 000 € de charges. Vous aurez donc un bénéfice de 50 000. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez prélevé 50 000. Ça, c'est votre bénéfice.
C'est sur ça qu'on va se baser pour vous calculer vos cotisations sociales et pour vous calculer l'impôt sur le revenu qui est le vôtre. Vous pouvez très bien, parallèlement à ça, avoir prélevé que 40 000 €. Vous serez quand même imposé sur 50 000. Parce que votre bénéfice est votre base de calcul de vos cotisations sociales et de votre impôt sur le revenu. Donc, quand ils vous annoncent « mettez de côté 45% et autres », ils vous disent « ne prélevez pas trop à titre personnel ». Sinon, vous n'aurez pas assez pour payer les charges de l'année qui vont intervenir au fur et à mesure. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Alors, excusez-moi, juste pour revenir à ce que vous disiez Oui. par rapport à ce qu'on devait faire sur le site des impôts. Donc, en fait, nous, ce qu'on va déclarer, Les bénéfices. c'est uniquement les bénéfices. Et donc, en Oui. fait, les autres charges qu'on doit payer, ça, on Alors, les paye à quel moment, du coup? tout dépend de la manière dont vous allez faire le choix de déclarer vos revenus. Je ne sais pas si vous êtes dans quel choix, madame. Excusez-moi. Je vous avoue que je Vous avez choisi le micro BNC ou la micro déclaration? BNC, oui. Micro BNC. Eh bien, interviendra ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, vous n'aurez pas de déclaration professionnelle à faire. La seule et unique déclaration que vous allez faire, c'est votre déclaration personnelle de revenus. Et dans les échéances que je vous ai données. Donc, si vous êtes dans le 92, il faudra faire votre déclaration personnelle de revenus avant le 8 juin. Cette déclaration personnelle de revenus, elle se fait sur le site des impôts, mais dans votre espace personnel. On est d'accord? Et lorsque vous y allez, vous allez dans la complémentaire concernant vos revenus, qui sont les revenus non commerciaux professionnels. Et dans les revenus non commerciaux professionnels, vous aurez le micro BNC. Et si vous avez fait le choix du micro BNC, c'est dans le cadre réservé au micro BNC que vous allez déclarer vos recettes. L'administration fiscale ensuite va se charger de faire le calcul de la base imposable. Et cette base imposable correspondra à vos recettes moins 34% de charges. Donc, effectivement, ce que dit Louis tout à l'heure, c'est que le bénéfice, c'est 66% du montant de vos recettes. Et les recettes qu'on va déclarer, c'est par toutes vos exemple, recettes. D'accord, sur la déclaration personnelle de revenus, c'est jusqu'à, par exemple, on a jusqu'au 8 juin pour faire notre déclaration. C'est les recettes. Arrêtez au 31 décembre, hein. On est d'accord. Alors, la question que je me pose, arrêtez au 31 décembre 2021 ou 2022? 2021. 2021, d'accord. Oui. Donc, mes recettes arrêtées au 31 décembre 2021, c'est ce que je vais déclarer dans ma déclaration personnelle de revenus. C'est ça. Tout ce que j'ai gagné après jusqu'à maintenant, vous le déclarerez l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Merci. Si vous avez commencé en 2022, vous n'avez pas à faire de déclaration professionnelle cette année. Vous ne ferez votre première déclaration professionnelle qu'à partir de mai l'année prochaine, pour 2022. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Oui. Et ces recettes, là, cette déclaration qu'on va faire au niveau des impôts, est-ce qu'on doit faire des déclarations auprès de l'URSSAF, etc. ensuite? Alors, il faut savoir que sur votre déclaration personnelle de revenus, vous allez avoir à déclarer votre micro BNC. Et vu que vous êtes dans une catégorie comme la vôtre, donc un travailleur non salarié, vous aurez un encart social également à remplir. Mais toujours sur la déclaration personnelle de revenus. Et dans l'encart social, ils vont vous demander les revenus de l'année. Et c'est ce qui va être adressé aux organismes sociaux pour qu'ils puissent vous appeler les régularisations de ce que vous n'avez pas payé si vous avez à payer plus que ce qu'ils avaient pris comme bénéfice de référence. C'est clair pour vous, Marianne? Oui, très très clair. Merci beaucoup. Oui. On est OK, hein? En fait, la déclaration personnelle de revenus, elle va tout déclencher. Elle va déclencher la connaissance de vos revenus auprès des impôts,
Donc, si vous n'avez pas fait de prélèvement à la source de votre impôt, eh ben, il vous sera appelé l'intégralité de l'impôt 2021 à la prochaine échéance, donc septembre. Et les organismes sociaux, ils auront connaissance de votre vrai bénéfice. Et ils le compareront au bénéfice sur lequel ils se sont appuyés pour vous calculer vos échéances de l'année. Et donc, s'il y a plus de bénéfices que ce qu'ils ont pris en compte, ben, vous aurez des régularisations à payer. Et si vous avez été passif et que vous n'avez rien fait, eh bien, vous n'avez payé que pour 7 816 € si vous étiez en première année. Excusez-moi, dans le cas où on a commencé notre activité d'avocat il n'y a pas très longtemps, on va dire cette année en 2022, je pense que moi et certains confrères qui sont présents, puisque notre déclaration en micro-BNC, on la fera que l'année prochaine, on doit quand même. Moi, sincèrement, je vais être clair avec vous. Ceux qui ont commencé en 2022, moi, ce que je vous demande surtout de faire, c'est éventuellement de noter que si vous ne faites rien, vos cotisations qu'on va vous appeler, vos cotisations sociales qu'on va vous appeler, elles ne seront appelées que pour 7 816 € de bénéfices. Donc, si vous voulez ne pas avoir de grosses régularisations l'année prochaine, faites la démarche de demander à moduler vos échéances d'URSSAF pour qu'ils vous appellent tout de suite des cotisations plus réalistes. D'accord, donc c'est par ce biais qu'on peut commencer à régler nos cotisations à l'URSSAF et pas attendre Voilà. l'année prochaine. Alors, et c'est pareil pour la CNBF, je ne sais pas quand vous avez commencé, Fatima, mais vous avez déjà eu des échéanciers de l'URSSAF? Je pense un seul. J'ai commencé au mois de février. D'accord. Est-ce que l'URSSAF vous a déjà envoyé les échéanciers? Je ne sais pas. Oui, ils ont dû vous demander, ils vont commencer à vous appeler des cotisations à partir de mai. D'accord. Donc on Ouais. peut commencer à les régler via la modulation. Très bien. Voilà. Alors, actuellement, ce qu'ils ont pris en compte, c'est qu'ils l'ont calculé sur un bénéfice de 7 816 €. Mais si vous en faites la demande, à partir du moment où vous en avez fait la demande, le mois suivant, ils prendront en compte le montant que vous leur avez donné dans la demande. Ok, très bien. Et ça, c'est bien parce que ça vous permettra de ne pas avoir de grosses régularisations et d'être sur quelque chose de beaucoup plus réaliste dans l'année. Et ça évitera les variations de bénéfices d'une année sur l'autre. OK? On a quelques questions sur le chat. Chère Nadine, que l'on en fasse je ne vois pas. Que l'on fasse une modulation ou qu'il y ait une régularisation, les montants à payer sont les mêmes in fine. Bien sûr, sauf que vous ne les prenez pas en compte la même année. Donc, si vous les prenez en compte l'année où vous les devez, votre bénéfice, votre résultat que vous aurez obtenu dans l'année, il sera plus réaliste que s'il y a un décalage. Donc, imaginons que cette année, vous avez accepté de ne payer que sur 8 000 € et que vous ayez fait 18 000 € de revenus, de bénéfices. Cette année, vous aurez des cotisations sociales très peu importantes. Parce que, justement, vous ne payez que sur 7 816 €. L'année prochaine, ils vont s'apercevoir que vous avez fait 17 816 € de bénéfices. Et ils vont vous appeler sur les 6 derniers mois de l'année des cotisations sur les 10 000 € sur lesquels vous ne les avez pas payés cette année. Mais ils ne vont pas vous appeler que ça. Ils vont aussi vous appeler des cotisations pour l'année. Donc, vous allez avoir beaucoup de charges l'année prochaine. En ayant beaucoup de charges l'année prochaine, ça va réduire votre bénéfice de l'année prochaine. Mais si votre bénéfice que vous allez avoir l'année prochaine, que vous ne déclarerez qu'en 2024, a baissé, on va devoir vous rembourser parce que vous aurez trop payé. Et en fait, je vous dis de faire ça pour éviter d'avoir une année où vous explosez les montants de cotisation et l'année d'après où peut-être on vous rembourse des cotisations. Parce que c'est très difficile à gérer si vous faites ça comme ça.
Et ça vous amène à des situations des fois catastrophiques. Excusez-moi, question encore, je vais rajouter de la complexité. Si on anticipe en fait de dépasser les seuils de l'ACRE, donc si je comprends bien, ça crée une... Alors, les seuils de l'ACRE... L'exonération est donc remise en cause de manière rétroactive. Ça, comment on peut le gérer dans les modulations? Alors, déjà, les seuils de l'ACRE, pourquoi il n'apparaît pas mes slides n'apparaissent pas, je suis vraiment désolée. Les seuils de l'ACRE, ce sont des seuils de bénéfices, pas de recettes. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, en fait, quand il dépassez le seuil qui ne vous permet pas d'avoir l'ACRE sur pleinement, c'est d'avoir un bénéfice. Donc, ce qui reste supérieur au montant qu'il vous annonce. Globalement, je pense que vous serez tous en dessous. Parce que être complètement, devoir l'ACRE, excusez-moi, je vais chercher un document pour que je puisse mieux vous l'expliquer. Les conditions, en fait, d'ACRE, je vais vous les donner exactement. Vu que je n'arrive pas à avoir mes slides, je suis obligée de chercher dans mes papiers pour vous donner les montants exacts. C'est pas ça, bien sûr. Ça, c'est la CFE. Alors, ça, c'est déjà des simulations de bénéfices. Comme ça, je pourrais vous donner des chiffres réalistes. Et l'ACRE. Alors, l'ACRE. C'est pas possible. C'est toujours à ce moment-là qu'on ne le trouve pas, bien sûr. L'ACRE est possible. Oh, ben, j'en ai un là. L'ACRE est possible. Vous savez que vous pouvez avoir à disposition ce petit guide. Il est gratuit. Hein, il suffit d'aller sur notre site pour l'avoir. Et là-dedans, vous avez plein de choses, hein, plein d'éléments qui peuvent vous aider. Super. En tous les cas, pour l'ACRE, en fait, l'ACRE, vous l'obtenez pleinement quand vos revenus, et là, je parle de bénéfices quand je parle de revenus, hein, sont inférieurs à 30 852 €. Quand vous êtes dans une fourchette entre 30 852 et 41 136 €, l'ACRE est dégressive. Donc, vous ne l'avez plus pleinement, mais vous en avez quand même encore des exonérations. Ce n'est que si votre bénéfice est supérieur à 41 136 € que vous devez, en fait, à ce moment-là, vous n'êtes plus exonéré. Donc, ils vous appellent l'intégralité des cotisations qu'ils vous ont exonérées lorsqu'ils se rendent compte que vous avez dépassé 41 136 €. On est d'accord? Donc, quand vous me posez cette question-là, et je ne me rappelle plus qui me l'a posée, on est bien d'accord que vous pensez dépasser 41 136 € de bénéfices. Et ce n'est pas des recettes, hein. On est d'accord? Oui. Vous pouvez rappeler la nuance bénéfice-recette pour être sûr de comprendre? Je suis vraiment basique, moi. Alors, le bénéfice, c'est ce qui reste après que vous ayez payé vos charges. Ou le bénéfice, c'est le montant de vos recettes moins 34 % d'enveloppe forfaitaire de charges. C'est où vous enlevez vos charges réelles, ou alors, parce que vous êtes en micro-BNC, votre bénéfice, c'est 66 % du montant de vos recettes. Je crois que la confusion, pour ma part, est venue du fait que sur les sites, on voit revenu et pas bénéfice. Et que pour moi, le revenu, c'est le bénéfice, c'est ce qui reste. Pour moi, revenu veut dire recette, en fait. Mais bon, non, pas du tout. D'accord. Le revenu, c'est ce qui reste. Un revenu imposable, c'est ce qui vous reste. C'est le net. Quand vous êtes salarié, quand on parle de revenu imposable, c'est le net. Donc, quand on a cette notion de revenu, c'est ce qui reste. Donc, c'est le bénéfice. Ou 66 % du montant de vos recettes si vous avez si vous êtes en micro-BNC. On est OK? Oui. Et comment ça se passe si on n'est pas au micro-BNC? Alors, à ce moment-là, si vous n'êtes pas au micro-BNC,
ça veut dire qu'avant de faire votre déclaration personnelle de revenus, vous allez devoir faire votre déclaration de bénéfices non commerciaux. Donc, la vraie déclaration de bénéfices qui va déterminer votre bénéfice par rapport à vos recettes encaissées, duquel on va déduire vos charges réellement payées dans l'année. Et c'est ce qui déterminera votre bénéfice. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que vous ayez tenu une comptabilité. Nous sommes d'accord? Oui. Oui, vous êtes d'accord avec moi, hein? Alors, j'ai Pauline qui me dit, si j'ai un bénéfice supérieur à 41 136 € la première année, je n'ai pas d'exonération du tout. Je n'ai pas d'exonération du tout, effectivement, Pauline. Je vous le confirme. Ça s'apprécie pro rata temporis ou c'est en valeur absolue sur une année? Si vous n'êtes pas sur une année pleine, ça s'apprécie au pro rata temporis, effectivement. Alors là, je pense que j'ai certains de mes participants qui sont en dépression. Non, mais c'est juste que tous les collaborateurs de cabinet, de gros cabinets, en principe, voilà, c'est difficile pour eux d'avoir accès à l'acte. Mais c'est pas le même salaire non plus. Oui. Alors, 41 136 €, si. Alors, 41 136 €, alors on va faire 136 € divisé par 66, multiplié par 100. Il faut avoir encaissé moins de 62 327 € de recettes si on est en micro BNC. Pour arriver à moins de 41 136. Ouais, très clair. On avait une question ici en. Oui, j'ai une question très simple, madame. Quel est rappelez-nous le plafond de recettes pour bénéficier du micro BNC, c'est 72 600 €. 72 600. Oui, et pas de plafond du tout la première année. Parce que il n'y a pas de plafond vous pouvez tous y prétendre, même en ayant dépassé 72 600 €. Si je fais 150 000, je peux quand même faire un BNC. Oui, parce qu'on ne peut pas présumer de votre revenu de l'année. Ah, d'accord. Okay. Donc, la première année, devant se baser, en fait, pour le savoir, il faut se baser sur N-1. Et vu qu'il n'y a pas de N-1, vous avez d'office, en fait, la possibilité de bénéficier du micro BNC. C'est même mieux que ça. Parce que l'année où vous dépassez, vous pouvez encore y prétendre une deuxième année. Donc, pendant 2 ans, de toute façon, vous pouvez bénéficier du micro. Donc, pas de plafond première année ou pas de plafond deuxième année. C'est ce que je comprends. La troisième, si, parce que vu qu'il oui, la troisième, si, bien sûr, là, quand même. Bon, donc en fait, c'est pas la peine que j'essaie de lisser ma première année en faisant une facture sur l'année d'après pour pas que je dépasse le plafond la première année. C'est un peu ça. Hein? Vous êtes déjà très ambitieux là. Ben non. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver. Hein. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais en fait, effectivement, c'est 72 600 € le seuil. Et il va changer l'année prochaine. Alors, je ne connais pas encore l'année prochaine. Par rapport à ça, ça a une conséquence qui n'est peut-être pas négligeable, notamment par rapport à l'abattement. Oui. Parce que l'abattement, il reste de 34%, ça, il n'y a pas de changement. C'est ça. Hein, donc, on est d'accord. Donc, là aussi, pour la tenue des comptes, ce que vous évoquiez tout à l'heure, à partir du moment où on a 34% d'abattement, ce n'est pas la peine non plus d'avoir une comptabilité hyper sophistiquée. Alors, de toute façon, un peu plus complexe pour vous, monsieur, si vous êtes à plus de 72 600 €, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Oui, parce qu'il y a le seuil de TVA, on est d'accord. Parce que vous pouvez être bénéficiaire du micro BNC, mais être assujetti à TVA. Et le fait d'être assujetti à TVA va neutraliser la possibilité pour vous de ne pas tenir de comptabilité. Parce que pour vous acquitter de vos obligations en matière de TVA, vous serez tenu de présenter un fichier d'écriture comptable. Donc, vous serez quand même obligé de tenir une comptabilité. Et quel est le plafond là, pour la TVA? Il y a aussi un plafond? 44 500 € le plafond de TVA. Et courant d'année, vous ne devez pas avoir dépassé plus de 54 700 €.
Alors faites attention parce que vous allez vous retrouver dans cette situation-là, monsieur. Parce que l'année où vous dépassez 44 500 €, vous restez bénéficiaire de la franchise. Sauf à dépasser un deuxième seuil dans l'année, un seuil réel de recettes encaissées, qui lui est fixé à 54 700 €. Et vous risquez de dépasser 54 700 € de recettes encaissées dans l'année, et ça vous obligera à passer à TVA le premier jour du mois où vous les dépasserez. D'accord. Et là, ça devient compliqué parce que c'est rétroactif au premier jour du mois où vous les avez dépassés. Donc, quand on est dans une situation où on sait qu'avant la fin de l'année, on va dépasser le seuil, souvent, on choisit d'opter tout de suite pour la TVA. On va se compliquer trop les choses. Et pour les 54 000... C'est complètement indépendant. Hein. Vous pouvez très bien être assujetti à TVA et être bénéficiaire du micro-BNC. Ce n'était pas le cas encore il y a 3 ans en arrière, mais maintenant, c'est complètement indépendant. Les 54 500, c'est sur la recette ou sur le bénéfice? C'est sur les recettes. Les seuils s'apprécient sur les recettes. Je suis désolée. D'accord, c'est sur les recettes. Je suis vraiment désolée, hein, mais oui, c'est ça. C'est très compliqué parce qu'effectivement, voilà. Alors, actuellement, je suis en franchise de TVA. Concrètement, d'un point de vue de mes formalités, que dois-je faire pour passer à TVA réel? Alors, actuellement, vous n'avez pas dépassé le seuil, car je vais dépasser le seuil en cours d'année. Alors, Pauline, pour l'instant, ça dépend de ce que vous avez commencé cette année, Pauline. Pauline ne me répond plus. Est-ce que vous avez... Janvier 2022. Oui. Alors, pour l'instant, vous êtes effectif. Alors, je voudrais savoir ce que vous avez écrit sur votre formulaire de début d'activité. Est-ce que vous avez choisi la franchise en base ou est-ce que vous avez opté pour la TVA en choisissant le réel simplifié ou le réel normal? Parce que ça a une incidence. Vous avez choisi la franchise. Donc, actuellement, vous facturez sans TVA et c'est normal. Dans l'année, si vous dépassez 44 500 €, ce n'est pas grave. Vous restez en franchise en base jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine. Par contre, dès le 1er janvier de l'année prochaine, vous serez une assujettie redevable de la TVA. C'est vrai, mais ça peut être remis en cause dans l'année si vous dépassez le deuxième seuil, celui de 54 700 €. Et si vous dépassez le deuxième seuil, là, ça vous oblige à avoir la qualité d'assujetti à TVA le premier jour du mois où vous aurez dépassé 54 700 €. Donc là, il faut peut-être le prévenir, il faut peut-être l'anticiper. Parce que quand vous approchez des 54 700 €, il faut peut-être vous dire dès le premier jour du mois, je suis à TVA parce que je sais que je vais dépasser dans le mois 54 700 €. Et à ce moment-là, je facture dès le premier du mois avec de la TVA. Parce que si je ne m'en rends pas compte tout de suite, je vais faire des factures erronées. Parce qu'à partir du moment où j'ai la qualité d'assujetti redevable de la TVA, je vais devoir faire mes factures avec de la TVA. Donc, il est bon peut-être d'anticiper le mois où je vais passer à TVA. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je suis en train de vous dire, Pauline? Alors, c'est vrai que c'est des problématiques très complexes. Hein, et apparemment, vous êtes vraiment demandeur. Vous avez beaucoup de questions. Hein, et il y a beaucoup d'incompréhension également de votre part. Donc, je pense que c'était vraiment nécessaire ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Tout à fait, ouais. Alors, est-ce que là, on n'a plus énormément de temps. Hein. Il reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Posez-les-moi maintenant et peut-être qu'on reprogrammera quelque chose d'autre à partir de, je ne sais pas quand, hein, mais peut-être qu'ils seront reprogrammés parce qu'ils ont beaucoup d'attentes. Est-ce que ce serait possible de dire 2 mots sur la CFE
Est-ce qu'on doit déclarer Oui. lorsqu'on reçoit le Je fameux vais vous courrier? en parler de la CFE. Pour S'il vous ceux plaît. qui ont commencé Merci. cette année, donc je parle de ceux qui ont commencé cette année, en 2022, ils ont l'obligation de faire une déclaration de CFE. Le formulaire qu'ils vont devoir remplir, et il va devoir être rempli avant le 31 décembre de cette année. Il faut qu'ils aient fait leur déclaration CFE, cotisation foncière d'entreprise, avant le 31 décembre de cette année. OK? Ce formulaire, c'est un CERFA 1447C. Sur ce formulaire, on va vous demander un certain nombre d'éléments. On va vous demander votre adresse professionnelle. On va vous demander si vous êtes hébergé à titre gratuit. Si vous êtes collaborateur, vous êtes hébergé à titre gratuit. OK? Et on va aussi vous demander la superficie utilisée par vous dans les locaux. C'est votre bureau. Ce n'est pas les 200 mètres carrés de votre patron que vous allez déclarer. Hein, on est d'accord? Parce que c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer pour vous calculer ce que vous devez. À partir de là, vous devrez également indiquer quelle est votre situation et vous allez à ce moment-là peut-être indiquer que vous êtes en début d'activité. Impérativement, si vous êtes en début d'activité, il faudra bien mettre que vous êtes en début d'activité. On va également… alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes avocats qui ont suivi le cursus de l'école de formation des avocats, quelle qu'elle soit, hein, le FB, les DAC, les RAGE, les DARA, n'importe laquelle, sont bénéficiaires d'une exonération de cette taxe. L'année de début d'activité et les 2 années suivantes. C'est comme ça. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein, qui est une exonération en faveur des jeunes avocats. C'est un article du Code général des impôts qui le mentionne, c'est l'article 1468e du CGI. Et alors, juste petite précision, ceux qui ont intégré la profession cette année, mais par le biais de la passerelle, n'ont pas cette exonération. Hein. On est d'accord. C'est que les personnes qui ont suivi le cursus du Centre de formation professionnelle des avocats qui peuvent bénéficier de cette exonération. Mais il va falloir leur indiquer, parce que sinon, ils ne vont pas en tenir compte. Donc, en plus du 1447C, il faudra annexer l'annexe qui est en fait qui indique toutes les situations d'abattement et d'exonération. Et cette annexe, c'est l'annexe 1447E. E comme Émile. On est d'accord, hein? Et là-dessus, vous allez retrouver toutes les différentes exonérations et abattements. Et tout en bas, vous allez retrouver un cadre qui s'appelle autre exonération de droit. Et dans les autres exonérations de droit, vous aurez une ligne dédiée aux jeunes avocats qui bénéficient de l'exonération article 1468e du CGI. Donc, pour ne pas être appelé de la CFE, en fait de la contribution économique territoriale, eh bien, il faut impérativement avoir coché la case concernée par vous. Donc, il faut annexer au 1447C l'exemplaire 1447E. Alors que jusqu'à l'année dernière, c'était intégré dans le 1447C. Maintenant, ils l'ont mis dans une annexe, en fait. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Juste une confirmation, Nadine. Oui. Ce que vous dites, c'est que cette exonération n'est pas ouverte aux personnes qui ont acquis le titre via des passerelles, c'est ça? Non. Exactement. Ah ouais. C'est vraiment une exonération en faveur des personnes qui ont été élèves avocats. Et qui ont suivi c'est précisé, hein, article 1468e, il dit sont exonérés les jeunes avocats ayant suivi le cursus du Centre de formation professionnelle des avocats. Qui vont bénéficier d'une exonération qui vaudra l'année civile de début d'activité et les 2 années suivantes. Et Nadine, oui. Juste pour que je me rende compte, n'étant plus un jeune avocat, malheureusement, tendant plutôt vers la vieillesse, si on déclare
en général, un bureau qu'on déclare, c'est quoi? C'est 6-7 mètres carrés. Et du coup, qu'est-ce que ça représente comme cotisation? Ça dépend de la commune dans laquelle vous êtes. D'accord. Ouais. C'est en fonction de la valeur locative à l'endroit où vous exercez. Et c'est, en fait, il y a une cotisation minimum. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais elle doit être de l'ordre de… À partir du moment où vous la devez, ça doit être 200 € dans ces eaux-là, à peu près. Oui, c'est ça. Quand vous êtes sur des mètres carrés inférieurs, vous avez quand même à vous acquitter de la minimum, quoi. Oui. Ok. Vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y a quelqu'un qui demandait si la déclaration était à faire tous les ans. Je pense que non. Non. Elle est à faire à chaque mouvement dans votre activité. Si vous déménagez, oui, c'est à faire. Si vous changez d'adresse professionnelle, il faudra la refaire. C'est en fait à chaque mouvement qu'il y a dans votre activité professionnelle que vous allez devoir la refaire. Parce que sinon, ils tiennent compte, en fait, si rien ne bouge, ils tiennent compte de ce que vous avez déclaré au départ. Et alors, pour ma part… Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Oui, du coup, c'est moi qui ai posé la question à l'écrit, donc c'est juste pour compléter. Si on déménage en cours d'année, on la fait auprès de qui, cette déclaration de changement? Auprès des impôts. Mais normalement, si vous avez averti votre centre de formalité du moment de votre déménagement, les impôts sont également informés par votre centre de formalité que vous avez déménagé. Et ils devraient normalement vous renvoyer un formulaire à remplir. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, s'ils ne l'ont pas fait en décembre, essayez de le télécharger et faites-le. Très bien, c'est noté, merci. Alors, juste une petite information pour dire que la formation, elle va se couper à 14h30. Voilà, il nous reste 6 petites minutes avant qu'on se coupe. Je suis désolée, on n'a pas tout pu aborder. Ah non, mais c'est des sujets très vastes et je pense que vous nous avez apporté beaucoup d'informations. Merci beaucoup pour cette formation qui était très concrète. Je pense que c'est ce dont on avait besoin. Alors, pour ceux qui sont dans des situations où ils ont des problématiques actuellement, allez sur notre site, téléchargez le guide des jeunes avocats, si vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'informations dedans. Il y a aussi à votre disposition des petites séquences d'e-learning que j'anime, de 10 minutes à chaque fois. Des petites séquences de 10 minutes qui sont gratuites aussi, où on vous explique la différence entre le micro-BNC et la déclaration contrôlée. On vous explique les seuils de TVA et tout ça. Alors, c'est pas très dense, on le survole, mais au moins, ça vous donnera peut-être des compléments d'information. N'hésitez pas, il faut aller sur notre site. Et quand vous êtes sur notre site, vous allez dans les onglets au-dessus, dans les plus d'ANAF-AGC. Et dans les plus d'ANAF-AGC, vous avez Jeune Avocat. Et c'est dans Jeune Avocat que vous pourrez aller accéder à tout ce que je vous dis là. Merci beaucoup. Et sinon, il y a en plus, en complément des e-learning, des lives que j'anime aussi, où je fais des questions-réponses pendant 1h30 également. Et c'est aussi gratuit. Est-ce qu'il y a une périodicité particulière ou il y en a déjà qui sont prévus? Alors, il y en a une, il y a un live demain. Ok. Mais il faut avoir été inscrit, en fait, pour pouvoir… Pour les prochaines pour les prochains lives, de toute façon, tout est indiqué sur le site. Il doit être fin avril. C'est tous les 15 jours que j'anime un live. Ok. Super. Merci encore. Surtout pas. Et puis, la commission Jeune Barreau, vous pouvez me ressolliciter si cette formation vous a convenu et que vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail de certaines choses avec plaisir, on n'y manquera pas. Concernant la commission Jeune Barreau, elle est ouverte à tout le monde. Donc, venez nous rejoindre pour les prochaines commissions. On a toujours besoin d'idées neuves, de propositions. On va organiser une journée du Jeune Barreau, comme ça avait été le cas il y a 2-3 ans, au mois de juin, juste avant la fête de la musique. On est en train d'organiser un peu les formations. Peut-être que si vous voulez, je peux animer une formation si ça vous intéresse. Ouais,
Ben, je pense que voilà. voilà, je pense que ça peut être une bonne idée si d'autres idées de formation qui leur tiennent à cœur, vous pouvez nous les soumettre par tous les moyens, LinkedIn, email ou passer par le barreau. Alice, est-ce qu'il y avait d'autres choses à... Non, pour les commissions, donc c'est une commission ouverte, donc ça s'organise avec Pauline Reynaud qui est membre du Conseil de l'Ordre. Si vous voulez avoir la date de la prochaine réunion de la commission Jeunes Barreaux, vous pouvez écrire à l'Ordre ou sur Facebook. On a un Facebook, la commission Jeunes Barreaux de Nanterre. Et un LinkedIn. On vous donnera avec plaisir la date de la réunion, qui est une réunion ouverte. Ça sera certainement en mai. Voilà. On va du coup, ça sera le sujet de la commission prochaine, ça sera sûrement la journée de la commission Jeunes Barreaux. Mais si vous voulez venir avec des projets pour le jeune barreau, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que c'est une profession assez individuelle, surtout pour les judiciaires. Donc, ça permet aussi de rencontrer les gens, rencontrer les jeunes avocats et se donner des conseils sur notre exercice. Et on est très sympa. Par ailleurs. Merci encore, Nadine. Vraiment un grand merci. Avec plaisir. Merci. Merci, Nadine. Bonne journée. Bonne journée et portez-vous bien. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Très vite, au revoir.